Chers amis, eh bien, je vous souhaite le bonjour. Bien dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation en Love 2D et en Lua, et découvrons ce langage de script qui est le Lua. Donc le Lua, c'est un langage de script qui a été créé au Brésil en 1993. Donc, vous voyez, il y a quelques années. Alors qu'est-ce qui va différencier le C par rapport au Lua? C'est qu'en C, il y a des étapes de compilation. On crée un fichier qui contient à la fin des 0 et des 1 que comprend le microcontrôleur. Eh bien en Lua, pas du tout. Les instructions en Lua vont être interprétées au fur et à mesure. Donc on lit votre programme et les instructions sont exécutées au cours du temps. Donc ça va beaucoup plus vite à écrire et à tester surtout. Donc c'est un langage qui est très compact, qui fait moins de 100 kilooctets. Et ce qui a motivé la création du Lua, c'est qu'il voulait à la création un langage qui soit simple à utiliser et facile à apprendre. Et vous verrez qu'effectivement le Lua, c'est un langage qui est simple à utiliser et facile à apprendre. Alors le Lua est encore utilisé aujourd'hui dans deux grands domaines, dans les systèmes embarqués, d'accord, dans les robots, dans les systèmes qui sont autonomes, et on va les trouver également dans les jeux vidéo. Pourquoi? Pour que on puisse, à partir d'un projet, d'un code source, qu'on vienne mettre ensuite des options par programmation en utilisant un langage de script comme le Lua. Et bien maintenant, regardons un peu la syntaxe d'un tel langage. Commençons par les commentaires. Donc en Lua, pour faire un commentaire sur une seule ligne, c'est très simple, vous mettez deux petits moins, deux petits tirets, et la phrase. Donc quand il verra les deux petits tirets, le Lua saura que c'est des commentaires, vos instructions ne seront pas interprétées. Si vous voulez faire des commentaires sur plusieurs lignes, là c'est un peu particulier, il faudra faire un moins moins, ouvrir deux crochets, et ensuite écrire vos phrases qui vont commenter votre code source. Et à la fin, pour indiquer que c'est la fin des commentaires, il faudra faire double crochet. Donc on fait moins moins, on ouvre deux fois les crochets, là on écrit toutes les phrases qu'on veut, et à la fin vous mettez crochet crochet fermé pour que le Lua comprenne que c'est la fin des commentaires sur plusieurs lignes. En Lua, il n'existe que 4 types de variables. D'accord? Et contrairement au C, vous n'êtes pas obligé en Lua d'indiquer le type de variable. C'est le contenu de cette variable qui donne son type. Exemple, si j'ai une variable de type name qui contient Joe, alors les chaînes de caractères, vous les mettez soit en simple ou en double cote. Donc name contient une chaîne de caractères de type string. Ok? Je peux aussi faire un A égale, et là je passe une adresse mail. D'accord? Donc A, c'est joe.dalton@gmail.com. Donc première chose, on crée des strings, donc des chaînes de caractères. Et je n'ai pas besoin de dire string name. Le fait que de mettre un name égale simple ou double cote, eh bien le Lua comprend que dans mon name, j'ai une chaîne de caractères. Je peux également créer des variables de type number, donc des nombres. Ces nombres peuvent être de type entier ou flottant. De même, âge ici égale 24, donc âge est une variable de type nombre qui contient directement un nombre de type entier. Mais je pourrais ensuite utiliser le même variable âge pour y coller un nombre à virgule, et même une chaîne de caractères. Donc les variables en Lua ne sont pas typées, elles sont dynamiques. C'est le contenu qui indique le type de variable. Donc je crée ici par exemple une variable âge qui contient 24, donc 24 un nombre entier. Je peux créer une variable de type nombre flottant en faisant pi égale, et là vous mettez un nombre avec un point à l'américaine. Donc 3,14, Lua sait que ce pi contient un number de type flottant. On peut également créer des booléens, soit vrai, soit true, soit false, donc 0 ou 1, d'accord, dans d'autres langages. Ici en Lua, c'est true ou false. Attention, true petit t, false petit f, contrairement au Python où c'est un grand T et un grand F. Donc true, false, donc ici majeur égale true. Majeur, c'est une variable de type booléenne qui contient la variable vrai. D'accord? Et val, c'est false. Et puis il y a une dernière type de variable qui est les tables, qui sont un peu le pendant ce qu'on rencontre en Python dans les dictionnaires et ce qu'on rencontre en JavaScript dans les objets littéraux. Okay? Donc grâce aux tables, on pourra faire des tables, mais on pourra faire aussi des dictionnaires ou des objets littéraux comme on a vu en JavaScript il y a quelques temps. En Lua, il y a quelque chose de très très particulier dont il faudra faire très attention. En effet, quand vous créez une variable en Lua, eh bien votre variable devient globale à tout l'environnement d'exécution. On pourra l'utiliser dans d'autres fonctions, dans d'autres modules. D'accord? Si on veut créer une variable type locale, comme on connaît en C, ou en C++, ou en Python, il faudra préciser
le mot local devant le nom de la variable. Je reprends. Quand vous créez une variable, la variable est d'office globale à tout l'environnement, qu'elle soit créée dans une fonction ou dans un module. Si on veut qu'une variable soit locale à une fonction ou un module, il faudra préciser le mot local. Exemple, ici name, comme je n'ai rien précisé dans mon name, eh bien name, qui vaut ici Jo, donc une chaîne de caractères, name est global à mon projet. Je pourrais utiliser name dans une autre fonction, dans un autre module. D'accord ? Par contre, quand je précise ici local devant name, eh bien la variable de type string de chaîne de caractères Jo devient locale à cette fonction qui a été créée, donc à la fonction ou au module. Donc si vous voulez créer des variables globales, vous ne précisez rien, elles seront d'office globales à votre projet. A contrario, si vous voulez créer des variables locales, il faudra préciser le mot local. Donc c'est très très particulier par rapport à des langages qu'on connaît comme le C ou le Python. Autre chose qui peut être très intéressant quand on fait du debug, par exemple quand on veut concaténer des chaînes de caractères. Donc j'ai une chaîne de caractères et je voudrais mettre bout à bout des bouts de phrases pour créer une phrase entière. Eh bien, on utilise le symbole double point. En effet, exemple, ici je crée une variable locale qui s'appelle first, qui contient le mot Paul. Donc la chaîne Paul, la chaîne de caractères Paul, est contenue dans une variable de type local qui s'appelle first. Je crée une variable locale qui s'appelle seconde, qui vaut Dirac, donc une chaîne de caractères Dirac, qui contient, enfin seconde contient la chaîne de caractères Dirac, seconde et first sont locales à ma fonction, à mon module. Si je veux créer maintenant une chaîne de caractères qui contient le mot Paul et Dirac, il suffit de mettre le double point. En exemple, je ferai local main, je ferai first, petit point, donc il va concaténer, il va faire une somme d'addition, en fait, en mettant bout à bout les chaînes de caractères les unes par rapport aux autres. Et quand on voudra afficher le résultat, ça on le verra un petit peu plus tard, on fera un print main, et vous verrez afficher dans la console Paul, Dirac. Donc retenez, c'est très important dans la suite des prochaines vidéos, quand on veut concaténer des chaînes de caractères, il suffit de mettre le point. Alors dans certains langages, on met un plus, dans d'autres langages, ici, comme le Lua, on met un petit point. Regardons maintenant le cas des conditions. Exemple, en C, quand on veut faire une condition, on fait if, donc si, entre parenthèses, vous mettez la condition qui doit être respectée. Exemple ici, âge supérieur ou égal à 18. Vous fermez la parenthèse, vous ouvrez des accolades et vous mettez la suite d'instructions qui doit être exécutée si vous êtes dans le cas où le âge est plus grand ou égal à 18. Sinon, donc else, vous ouvrez une accolade, vous mettez la suite d'instructions et vous fermez ensuite l'accolade. En Lua, vous n'avez pas d'accolade du tout. On va utiliser des mots que sont then et end pour représenter cette ouverture et fermeture d'accolade. Et le Lua reprend un peu la syntaxe de l'algorithmique. Écoutez bien. Si, donc if, on ne met pas de parenthèse, d'accord? Donc if âge plus grand ou égal à 18, then, alors, on fait une suite d'instructions qui va être nécessaire. Sinon, else, on fait une suite d'instructions et on finit par end. Donc la même instruction if, il n'y aura plus de parenthèse, il n'y aura plus d'accolade, et on va mettre des mots que sont d'end et end pour stipuler qu'on a terminé la condition et qu'on va commencer l'instruction par rapport au if. Okay, et on peut également avoir un else if, comme dans le C, mais attention les grands, le else if, il n'y a pas d'espace. Ce n'est pas else plus loin if, c'est else if tout attaché. Je reprends. If x double égal à 0, donc on regarde si la condition de x est-elle égale à 0. If x double égal à 0, est-ce que x est-ce qu'il est égal à 0 hein, on regarde une condition. Sinon, then, on a pris ici en sortie de la console, nul. Else if, donc est-ce que le x est négatif, donc else if x négatif, then, on va commencer une nouvelle instruction, on fait une suite d'instructions qui vont être nécessaires à respecter cette condition, donc ici on va afficher négatif, sinon, else if x est positif, donc là on fait then encore une fois, on affichera positif, et à la fin, au cas où else, on primera error. Et on n'oubliera pas de mettre le end qui correspond à ce if là. Donc le if qui est ici voit le end qui est ici. Et n'oubliez pas de passer ensuite les différents champs avec le then. Le then en fait c'est l'accolade ouverte ici. Le end ici, ce serait le end de l'accolade fermée ici. D'accord ? Il n'y a pas d'accolade. On va utiliser les mots réservés then et end
pour représenter ces fameuses accolades. Et le langage Lua, quand vous le lisez, il est plus algorithmique en fait. Regardez, if âge est plus grand que 18, alors on affiche majeur, sinon on affichera mineur. Et on n'oubliera pas de faire end. Ok ? Et bien sûr, on pourra avoir les opérateurs logiques comme en C. Donc là, je vous ai mis en C les opérateurs logiques et les mots qu'on va utiliser en Lua. Donc l'opérateur et, en C, on est obligé de mettre double esperluette. Et bien en Lua, on mettra end. Je veux dire et en anglais. Voyez, le ou, en C, il faut mettre double barre. Et bien en Lua, on utilisera le mot réservé or. Donc c'est plus simple d'écrire end que de se souvenir qu'il faut mettre double esperluette ou double barre. Le nom, donc la condition non, en C, c'est point d'exclamation, et bien en Lua, c'est not. Le différent, en C, c'est point d'exclamation égal. Alors, une petite différence par rapport à ça, il faudra mettre tilde, donc là, le tilde, c'est la petite vague, égal. Donc, tilde égal, c'est différent. C'est en gros équivalent au exclamation égal. Donc, vous voyez, on a l'opérateur et, c'est end. L'opérateur ou, c'est or. L'opérateur non, c'est not. Et l'opérateur différent, oh, c'est un peu différent effectivement, c'est tilde. Donc petite vague et égal. Regardons maintenant la boucle for. Donc je vous rappelle qu'en C, pour faire une boucle for, on crée d'abord une variable de type entier. Donc on fait int i égale à 0. Et maintenant, on va créer notre boucle for. Donc on fait un for i. On commence à i égale à 0. I inférieur à 5, i++. Donc en gros, je vais itérer le nombre i, 0, 1, 2, 3, 4, et je m'arrêterai à la condition i plus petit que 5. Et à chaque fois, je fais i plus 1. Et on fera afficher le résultat, on faudrait faire un printf, on mettrait %d, parce qu'on va afficher un nombre entier, on sauterait une ligne, donc /n, et on mettra le nombre i. Donc voilà ce qu'il faut faire en C pour faire une boucle for. Et on aurait à la console 0, 1, 2, 3, 4. En Lua, les choses sont beaucoup plus simples. Regardez comment on fait. On met toujours le mot réservé for. On fait for, mais on n'a pas besoin de préciser que c'est un entier, que c'est... Non, on fait juste for i égale 1,4. Donc en gros, on va de i, va prendre les valeurs 1, puis 2, puis 3, puis 4. D'où, donc vous voyez la collade qui est ici du for se transforme en d'où. On met la suite d'instructions qui est nécessaire et on n'oubliera pas à la fin de mettre end. Ok, donc l'instruction for i égale à 0, a plus petit que 5 et plus, ici se traduit simplement en faisant for i égale le début, virgule la fin, d'où fait quelque chose, fait ceci, donc on fait ensuite les instructions qui seront nécessaires, et on n'oubliera pas à la fin de préciser que c'est la fin du for en mettant un end. Vous verrez quoi dans la console? Vous verrez 1, 2, 3, 4. Donc là, en 3 lignes, on fait la même chose qu'avec toutes ces lignes-ci, en mettant, et on n'oubliera pas les points-virgules, et on n'oublie pas les accolades, etc. Donc en Lua, les choses sont plus simples. On peut également créer des incréments, regardez bien. Ici, quand on écrit for i, virgule 1, virgule 10, virgule 3, c'est-à-dire quoi? On commence i, va commencer la valeur 1, il va s'arrêter à 10, et on va incrémenter les variables i avec 3. Donc on va faire i plus 3 à chaque instant, à chaque itération. On n'oublie pas le mot do, donc for i allant de 1 jusqu'à 10, incrément 3, do, fait tout ceci. Donc là, on fait simplement un print i, et on n'oublie pas à la fin de faire end. On verra quoi à la console? Donc i va prendre la valeur 1, puis il va prendre la valeur 4, parce que 1 plus 3, ça fait 4, puis il va prendre la valeur 7, puis il va prendre la valeur 10. D'accord? Voici comment on fait une boucle for très simplement en Lua. C'est beaucoup plus simple que le C. Et il existe aussi une boucle while comme en C. Donc je rappelle la boucle while en C. On va d'abord créer une variable type int i égale à 1. On n'oublie pas le point virgule. Donc on crée une variable de type entier. On y place une variable initiale à 1. Et on fait un while, entre parenthèses, i inférieur ou égal à 5. Donc tant que i est plus petit ou égal à 5, c'est ce que ça veut dire en français, on ouvre la collade, on affiche ce qu'on a affiché, on exécute ce qu'on doit exécuter. On n'oublie pas de faire incrémenter ou décrémenter, de faire bouger en gros la variable i, sinon on va rester coincé dans cette boucle while. Donc ici, je fais que i égale i plus 1, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on aurait en C? Eh bien on aura 1, affiché 1, puis on aura affiché 2, puis 3, puis 4, puis 5. Comment faire un tel programme en Lua? Eh bien vous allez voir, c'est encore plus simple. Donc d'abord, on vire tout ce qui est point-virgule, on vire tout ce qui est accolade, on vire tout ce qui est parenthèse,
D'accord? On va créer une variable locale ici, mais je pourrais une variable globale, mais alors je crée une variable locale, local i égale 1. While, on retrouve encore le mot i réservé while. Pas besoin de parenthèse, il suffit de faire tant que while i inférieur ou égal à 5, do, le do qui est là, remplace cette accolade-ci. On exécute les instructions qui doivent être exécutées. On fait que i égale i plus 1, et on n'oublie pas à la fin de faire le end. Vous voyez, donc on a viré tous les points-virgules, on a viré toute la ponctuation, les curly braces, les choses qui ne sont pas intéressantes. Le print là, vous voyez, c'est très simple, on fait print i. On n'a pas besoin de se soucier, est-ce que c'est un entier, est-ce que c'est un flottant, est-ce qu'il faut sauter la ligne ou pas. Il suffira de faire print i et vous sauterez à la ligne automatiquement. Attention, en Lua, vous n'avez pas les raccourcis comme en C. On ne pourra pas écrire i++, on ne pourra pas écrire i plus égale 1. Donc il faudra faire i égale i plus 1. Comment créer une fonction en Lua? Donc pour exemple, je vous ai mis une fonction à droite en Lua, à gauche en C, qui a quoi pour rôle cette fonction? Tout simplement, elle attend un argument, une valeur, et elle renvoie un nombre qui vaut ce nombre reçu plus 1. Donc vous voyez, on atteint des sommets. Alors comment créer cette fonction en C? Donc d'abord en C, les amis, vous devez préciser, vous devez indiquer quand est le type de retour. Donc quel est le type? Est-ce que c'est un entier qu'on attend? Est-ce que c'est une chaîne de caractères? Est-ce que c'est un pointeur? Donc ici je fais int, je vais renvoyer un nombre de type entier. Je nomme ma fonction, il s'appelle plus one, et elle reçoit un argument, un type également entier que j'appelle val. D'accord? Donc en C, vous devez préciser le type de retour et les arguments dont a besoin votre fonction. Ensuite, là je me suis un peu étalé, mais voilà, j'aurais pu faire beaucoup plus simple. Je vais créer une variable y de type entier. Cette variable y, comme elle est créée dans la fonction plus one, elle est locale à ma fonction. Quand je vais sortir de ma fonction plus one, la variable y va disparaître. Et y, c'est simplement la valeur reçue, donc le val, plus 1. Et je fais return y. Vous voyez, la fonction est très très simple. On attend un nombre qui s'appelle val. On crée une variable locale à ma fonction y qui vaut val plus 1. Et on retourne cette valeur val plus 1. Comment utiliser cette fonction? Donc là, ensuite, vous créez une variable, je sais pas, res, par exemple, de type entier, bien sûr, plus one, point virgule, l'oubliez ici. Donc si vous mettez plus one, 2, donc vous passez 2 dans val, y vaut 2 plus 1, vous retournez 3. Donc res vaut 3. Donc pardon, ici, j'ai oublié le petit point virgule, d'accord? Eh bien, en Lua, comment fait-on? En Lua, vous n'avez pas besoin de stipuler le type du retour. Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez renvoyer un résultat ou plusieurs résultats, ce qui est différent par rapport au langage C. Par contre, il y a un mot réservé. Ce mot réservé, c'est function. Donc, quand on va écrire le mot function, on dit voilà, je vais déclarer une fonction. Donc, le mot function, vous lui mettez le nom de la fonction, ici plus one, et vous n'avez pas besoin de stipuler le type des arguments reçus. On reçoit des arguments, ici val. D'accord? C'est à l'exécution que val sera de type entier, et donc il y aura dans val un nombre entier, etc. Okay? Donc on n'a pas besoin de stipuler le retour et le type d'argument reçu. On va créer, comme nous avons une variable locale à la fonction plus one. Du coup, je mets ici le mot local. Donc local ici veut dire, attention, je ferai une variable y, mais qui est locale. Donc y n'existe que ma fonction plus one. Quand je vais sortir de ma fonction plus one, la variable y va disparaître. Si je n'aurais pas mis le mot y local devant y aurait été global à mon module. Attention. Donc pensez à mettre le mot local quand vous créez des variables locales. Donc y vaut val que je reçois en argument plus 1. Et je fais comme dans C, je fais return y. Et vous voyez là, à contrario, j'ai mis les points-virgules, il n'y en a pas besoin. Ça, c'est des habitudes. Donc y val plus 1 et je fais return y. Tout simplement. Et pour dire, voilà, c'est la fin de ma fonction, je me le réserver end. Donc end, en fait, c'est l'accolade fermée ici. Le fait qu'on ferme la parenthèse ici, on commence à la ligne, ou qu'on fait, voilà, je fermais la parenthèse, et bien la parenthèse ici, que c'est une fonction, on a fermé la parenthèse, du coup, c'est l'accolade qui est ici, voilà, on sait que ce qui va suivre la parenthèse fermée ici, c'est le corps de ma fonction. D'accord? Pour l'utiliser, eh bien, on va créer une variable locale, exemple res, c'est plus one, je lui passe 2, comme avant, res vaut ici 3. Donc ici, res vaudra 3, ici, res vaudra 3. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus simple à écrire en Lua qu'en C, parce qu'on n'a pas besoin de préciser le type de retour, on n'a pas précisé les arguments, on n'a pas besoin de mettre des points-virgules, et on a le mot réservé fonction qui dit, voilà, je vais créer une fonction,
et end à la fin. Et en Lua, grande nouvelle, il n'y a pas de pointeur. D'accord, on ne va pas se prendre la tête, commencer à gérer les adresses, les arguments qui sont passés par des pointeurs ou pas. En Lua, il n'y a pas de pointeur. C'est une grande nouvelle, ça. En Lua, vous allez trouver un container qui est très puissant et très souple, que sont les tables. Donc les tables ressemblent beaucoup aux objets littéraux qu'on connaît en JavaScript ou aux dictionnaires que l'on connaît en Python. Mais attention, il y a une grosse différence par rapport à ces deux langages-ci, c'est que les indices ne débuteront pas en 0 comme en C, comme en Python, comme en JavaScript, mais à 1. Donc voilà, il a été décidé qu'en Lua, le premier indice des tableaux ou des tables sera l'indice 1. Donc faites très très attention. En C, les indices dans les tableaux commencent à l'indice 0. En Python et en JavaScript, c'est de même. Mais en Lua, les indices débutent à 1. Ce qui sera un peu plus logique d'ailleurs. Donc comment créer une table? Eh bien, c'est simple, on fait local, donc je vais créer une variable locale que j'appelle main, et pour définir une table, vous dites égal, crochet ouvert, donc colibracies, colibracies. Donc je fourre ici des accolades ouvertes et fermées. Je viens de créer ici une table vide. Et on va placer maintenant des éléments dans cette table. On va les placer comment? On va associer à une clé une valeur, comme dans le dictionnaire en Python. Donc je vais associer une clé, pour dire que c'est une clé, je dis main, donc ma table, possède une clé, name. Donc soit on passe par le point, ici, soit on dit que main possède une clé qu'on pèse dans les crochets, cote, donc on la passe en chaîne de caractères, on ferme le crochet, égale Joe. Donc je viens associer à ma clé name la valeur chaîne de caractères Joe. Et je peux associer également d'autres clés et d'autres valeurs. Par exemple, à la clé âge, je mets la valeur 20. Donc dans main, il y a une valeur qui contient à la clé âge la valeur 20. Je peux associer aussi des booléens. Je peux dire que main.célibataire égale true. Donc dans ma table, il y a un name, il y a un age, il y a un célibataire. Et vous savez quoi? On peut mettre dans une table d'autres tables et de suite. Donc la table peut contenir une table qui contiendra elle-même une table. Donc je peux associer à mon main une nouvelle table que j'appelle étude. Donc là c'est une table, donc je passe par égal, colibracies, et je vais placer des autres éléments. Donc ici je ne place pas, je passe directement les éléments sans passer de clé. C'est une sorte de tableau de chaîne de caractères. D'accord? Donc là je fais colibracies, donc back, licence, master. Je vais de créer une table dans la table. Ok? Ou bien on crée une table vide comme on vient de faire, ou bien on crée une table déjà toute pleine. Exemple, ici j'aurais pu faire tout à fait ça, local, main, colibracies, je vais associer la clé name égale chaîne de caractères Joe, virgule, alors n'oubliez pas la virgule pour séparer les éléments entre eux. Ensuite, à la clé âge égale 20. À la clé célibataire égale true, virgule. À la clé étude, je vais lui associer une nouvelle table. Donc je lui passe les arguments à partir de la colibracies. Donc je lui passe ici une sorte de tableau de chaîne de caractères, back, licence, master. D'accord? Alors comment maintenant récupérer les informations des uns et des autres? C'est simple. Si je veux connaître l'âge de la personne, je fais print, donc là c'est pour afficher dans la console. Je vais chercher la table, elle s'appelle main, et je vais récupérer la clé âge. Donc à la clé âge de main, il y aura quoi dans le contenu? 20, parce qu'il a âge égale 20. Donc ici, si je fais print, entre parenthèses, main.âge, la console va me sortir 20, car le programme va prendre la valeur de la clé âge qui est contenue dans la table main. Si je veux par exemple avoir l'accès à la première information par rapport à l'étude, je fais main.étude, mais c'est une table, donc je vais maintenant y aller par argument. C'est une sorte de table, comme vous avez vu ça en C, mais c'est une table qui commence à l'indice 1. Donc si je fais main.étude, donc je vais récupérer dans la clé étude, je vais récupérer tout le tableau qui est ici, d'accord? Donc je vais récupérer à l'indice 1. Qu'est-ce que je vais à l'indice 1? C'est back. Back, c'est donc l'étude à l'indice 1. Licence, c'est l'étude à l'indice 2. Master, c'est l'étude à l'indice 3, vous avez compris. Donc si je fais print main.étude, donc je vais récupérer l'étude de main pour l'indice 1. J'aurai le résultat back. Attention, si je fais main.étude indice 0, le programme ne va pas planter, il va vous dire simplement nil. Ce qui voudrait un peu, il n'y a pas de valeur disponible en fait, nil. Donc si vous trouvez dans vos consoles le mot nil, c'est qu'il y a eu un problème, c'est-à-dire qu'il n'y a rien trouvé du tout.
Il n'y a pas de no element là. Il y a nil. Il n'y a pas nul, il n'y a pas none, c'est nil. Donc en Python, on trouve le mot none. Ici, ils ont défini le mot nil. Donc si vous trouvez nil, c'est que le programme n'a rien trouvé à vous afficher. Donc nil. Mais évidemment, on nous demande d'afficher l'indice 0. Or, en Lua, les indices débutent à 1. Donc faites très très attention avec ça. Et on peut utiliser des tables également comme des tableaux simples, comme on a vu en C. Exemple, je peux créer des valeurs. Donc si je fais local, valeur, et je peux même spécifier le rang de la valeur que je donne. Ici, je dis à l'indice 1, donc je mets entre crochets l'indice, égal. Donc il va comprendre qu'à l'indice 1, d'accord, c'est pas une clé au sens clé littéral par rapport au Python. C'est à la case, à l'indice 1, on va y placer le nombre 150. À l'indice 2, on va y placer 420. À l'indice 3, 540. Donc je ne suis pas obligé de le définir dans l'ordre. Vous n'avez pas besoin de spécifier les éléments dans l'ordre spécifique. Donc si, j'aurais pu faire ici 1, crochet 1, 150. Ici, j'aurais pu faire crochet 3, 540, virgule, crochet 2, 420. Il sait que l'indice 1 pour 150, l'indice 2 pour 420, l'indice 3 pour 540. Ou bien vous dites, bah non, je vais les rentrer dans l'ordre, de fait, je n'ai pas besoin de spécifier l'indice. Je fais simplement 150, 420, 540. Donc vous avez deux choix. Soit vous spécifiez l'indice du contenu que vous voulez qu'il soit disponible, soit vous lui passez les ombres les uns après les autres, et lui d'office, il va faire indice 1, indice 2, indice 3. D'accord? Donc si je demande d'imprimer l'indice valeur indice 1, il me sort ce résultat-là. Il va me sortir 150. A contrario, si je dis sors-moi le résultat valeur 0, il sortira le mot réservé nil. Je n'ai rien trouvé à cet emplacement-ci. Donc faites très attention, en Lua, les indices débutent à 1. C'est très très important, contrairement au langage C et au Python ou au JavaScript. En Lua, pour connaître la taille d'une table, il y a un symbole qu'on peut utiliser, c'est le dièse. Donc si je prends la valeur ici, donc je crée une table, valeur, locale, parce que valeur est locale, je prends ici trois valeurs, 150, 420, 150. Si je veux connaître le nombre d'éléments que contient ma table, il suffit que je fasse len, donc une valeur, la longueur est donnée par dièse, valeur. Eh bien, il sait que quand j'ai mis dièse devant valeur, il s'attend à ce qu'il me donne le nombre d'éléments, donc la taille de votre table. Donc ici, il y a 3 éléments dans ma table, il va m'afficher 3. Donc si vous voulez connaître le nombre d'éléments dans votre table, vous lui passez simplement à l'entrée du nom de votre table le symbole dièse. D'accord ? Alors, il existe de nombreuses fonctions dans Lua pour faire des inserts, pour faire des removes. Par exemple, ici, je vous ai fait un petit exemple. Donc, il y a table.insert. Donc, on va dans une certaine table, on va faire un insert. Vous lui spécifiez la table dans laquelle vous travaillez. Et puis, il y a plusieurs options. On peut lui spécifier, voilà, je voudrais que tu mettes cet élément à cette position-ci. Alors, quand vous voyez des choses entre crochets, c'est que c'est des options. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Et vous passez la valeur que vous voulez y placer dans votre table. D'accord ? Donc, on fait table.insert. Vous lui spécifiez le nom de votre table. Est-ce que vous voulez ou non spécifier à quelle position vous voulez insérer l'élément? Et si vous voulez, par exemple, vous l'insérez au début, eh bien, il va pousser tous les éléments vers la droite pour y faire de la place, pour y placer votre élément. Donc l'élément qui était en 1 maintenant passe en 2, l'élément qui était en 2 passe en 3, et l'élément que vous avez inséré sera positionné à l'indice 1. D'accord? Et on peut également supprimer un élément d'une table via la méthode remove. Vous faites table.remove. Vous lui spécifiez la table sur laquelle vous travaillez, donc tab, et la position, attention les amis, l'indice débute en 1, vous lui spécifiez à quelle position vous voulez supprimer ces éléments. Donc quand il va supprimer cet élément, il va faire un shift vers la gauche, donc l'élément qui est en 3 passe maintenant en 2, l'élément qui est en 4 passe en 3, voilà. Il y a une chaise musicale qui fait que quand on supprime un élément, eh bien l'élément est... la place libérée est prise par l'élément qui était à sa droite. Et pour parcours des tables, il y a une fonction for qui est un peu spéciale. D'accord ? Exemple. Créons une table. Donc je crée ici 3 valeurs. Donc valeur, c'est une table de 3 éléments, 150, 420, 540. Quand je veux itérer sur cette valeur-là par rapport à mes valeurs, je fais une boucle for. Mais une boucle for un peu spéciale. C'est une boucle for, vous mettez K, virgule, alors moi je mets item, hein, vous mettez là j'ai mis K, mais vous pouvez mettre IJK, peu importe. En fait, ici, il va remplacer le K par l'indice de la table, et il va remplacer item par l'item, donc à l'indice I, il va trouver cette valeur-là. Il va vous mettre ici. Et vous faites in, pairs, et vous lui spécifiez la table. Je reprends, je fais for,
K. Donc K va être remplacé par l'indice de ma table. Dans item, il y aura le contenu à cet indice-ci. On dit qu'on va faire un in pairs, donc je fais un for K item, in pairs avec un S. Vous lui spécifiez la table que vous voulez parcourir et vous mettez un do, for do, voilà ce que je vais faire. Et là, on va mettre, simplement, on va lui afficher l'indice, il affichera le K, on concatène valeur et item. Donc si je parcours ce tableau-là, je vais avoir quoi? À l'indice 1, donc le K d'un indice 1, il va avoir quoi? Il va regarder 150. Donc je vais avoir ici, écrit indice, le K vaudra 1, et l'item vaut 150. Ensuite, le K vaudra 2. Quel est l'indice 2? Bah, ça vaut 420. Il affichera 420. Donc il remplace en fait le K et l'item par le contenu et de l'indice et de la valeur par rapport à votre table. Donc ça permet de parcourir des tables assez rapidement et d'avoir et l'indice et la valeur, d'accord, une sorte d'itération. Eh bien, je propose qu'on mette en application ce qu'on a vu dans les slides sur un environnement qui est sur Internet. Donc, sur le net, vous allez trouver de nombreux logiciels qui vous permettent de tester du Lua. On tape le code, on appuie sur la touche exécution et vous aurez le résultat apparu à votre droite ou gauche. Donc ici, je vous montre, donc ici, pour faire des commentaires, donc vous mettez moins, donc test Lua, c'est un commentaire. Donc vous voyez, il apparaît en bleu. De fait, le Lua reconnaît que c'est un commentaire. La chaîne ici test Lua ne sera pas interprétée à l'exécution. Donc ici, on fait un commentaire sur une seule ligne. Et ici, je crée un commentaire sur plusieurs lignes. Donc, je peux avoir plusieurs lignes ici de commentaires. D'accord? Donc, moins, ou moins, crochet, etc. Donc la première fonction qu'on apprend quand on étudie un langage, c'est d'afficher la phrase Hello World. Eh bien, en Lua, le test Hello World est hyper simple, car on a une fonction qui s'appelle print. Print va donc afficher dans la console le résultat attendu dans les parenthèses. Donc je fais print, entre parenthèses, donc simple ou double cote, et j'affiche le mot Hello World. Donc si je fais ici exécution, ici dans la console apparaît le mot Hello World. D'accord? Vous voyez, c'est pas difficile d'afficher des informations à la console. Eh bien, je propose qu'on fasse déjà un premier test. On va tester le if. Donc je vais enlever tout ça. On va nettoyer tout ça. Et on va tester le if. Donc je crée une variable locale. Je l'appelle âge. Exemple, ça fait 20. Donc je mets que une variable locale, âge égale 20. Donc if âge supérieur ou égal à 18, then, je mets tout de suite le end avant que je l'oublie. Donc then quoi? Donc si âge plus grand que 18, then, je mets par exemple print simple. Alors je vais mettre print majeur par exemple. Sinon, else, print mineur. D'accord? Donc là, je dis quoi? Je crée donc une variable qui s'appelle âge. Si âge est plus grand que 18, then, il va m'afficher majeur. Sinon, il m'affichera mineur. Vérifions. Exécution. Il m'affiche majeur. Effectivement, âge vaut ici 20. Donc si je fais âge, je sais pas, je mets 12 par exemple. Si maintenant je fais exécution, il doit m'afficher mineur comme il est indiqué ici. Donc vous voyez, le simple if, c'est très simple. Alors je peux aussi concaténer le résultat attendu. Donc là, je vais faire quoi? Je vais faire par exemple, je vais lui demander d'afficher âge égale, je laisse un petit espace, je fais maintenant concatène son âge, donc j'affiche âge, je concatène le résultat, chaîne de caractères. Alors je mets simple et double cote, hein. Vous faites comme vous voulez. Si dans votre chaîne de caractères, vous avez déjà des cotes, vous mettez double cote et vice versa. Donc ici, demain, je vais afficher âge égale un espace, concatène l'âge, donc il va m'afficher l'âge, concatène la chaîne mineure. Donc il va, en fonction de l'âge, il va me dire si l'âge est votant, il sera mineur. Si l'âge votant, donc on va mettre ici, donc c'est plus clair, je vais mettre donc majeur, donc mineur. Donc là, comme âge vaut 12, il devrait m'afficher mineur. Exécution. Alors j'aurais mis un petit peu d'espace ici, si on le verra mieux. Donc je mets un petit peu d'espace ici, un petit peu d'espace, vous voyez, c'est un peu
coller les uns aux autres. Donc je fais exécution. Donc il me dit que l'âge égale 12, donc mineur. Si ici je passe une valeur autre que 12, donc si j'exécute, il va trouver âge égale 30, donc majeur. Donc il a bien concaténé l'âge avec la chaîne de caractères, âge et donc majeur. D'accord? Donc pour concaténer, c'est 2 petits points. On va tester maintenant un petit peu plus compliqué, on va faire le is f, donc on va mettre ici local, list, on va dire que c'est true. Donc si l'âge est plus grand que 18 et list égale à true, then, on va dire que simplement, s'il a plus grand que 18 et qu'il est sur les listes, peut voter. Sinon, ne peut pas voter. D'accord? Donc je reprends. Ici, j'applique donc le end qu'on a vu il y a peu de temps. Donc si âge est plus grand que 18 et que la liste égale true, donc est-ce que la liste est à true? Oui. Est-ce que l'âge égale 18? Oui. Donc il va afficher directement dans la console peut voter. A contrario, il invitera ne peut pas voter. Ne peut pas voter. Donc on exécute. Il me dit que je peux voter. Effectivement, j'ai bien la condition end qui dit qu'il doit être plus grand que 18 et il doit être sur la liste. Mais à contrario, si je mets ici par exemple il n'est pas sur la liste, donc false, j'exécute, il doit me répondre que je ne peux pas voter, je ne suis pas sur les listes. Ok? Regardons maintenant les boucles. Donc pour les boucles, hop, on va enlever ça. On va tester maintenant les boucles. On va faire un simple boucle for. On va faire for i égale de 1 à 10 par exemple. Do. Donc je mets tout de suite le end avant que je l'oublie. Et on va faire quoi? On va faire tout simplement print. On va pas afficher le i, on va afficher i égale, en petit espace, on concaténe i. Voilà, on va juste faire comme ça suffira. Donc là, je fais parcourir i de 1 à 10. Avec, quand on ne met rien après, ici, c'est qu'on incrémente de 1 par défaut. Donc il va afficher i égale 1, 2 jusqu'à 10. On exécute. Il m'affiche bien 1, 2, 3 jusqu'à 10. D'accord? Alors on peut faire un petit incrément. Ici, si je mets par exemple virgule 2, je lance la chose. Donc il va passer de i jusqu'à 10 en faisant plus 2 à chaque instant. Donc j'exécute. Il a sorti 1, 3, 5, 7, 9. Effectivement, j'incrémente de 2. Et bien, tentons maintenant de donner un exemple sur les fonctions. Donc ici, on va taper le mot réservé fonction. Donc on va créer une fonction qui dit si le nombre est pair ou impair. D'accord? On va l'appeler isPair. Et on recevra en argument un nombre. Par exemple, on l'appelle val. Donc on met le mot réservé end pour ne pas l'oublier. Et maintenant, on va faire un traitement. Donc on va créer une variable locale. On va l'appeler res. Par défaut, on va supposer que c'est false. Et on va créer une variable locale également, qu'on va appeler tmp. Alors que va-t-on faire? Pour déterminer qu'un nombre pair ou impair, c'est simple. Vous prenez ce nombre, vous faites la division modulo, donc le reste de la division. S'il vaut 0, ce reste, c'est le nombre est pair. S'il ne vaut pas 0, c'est que ce nombre est impair. Donc pour trouver le modulo d'une fonction, vous faites val %. Donc là, on va faire le reste de la division de val divisé par 2. D'accord? Donc ça, c'est le reste de la division. Et maintenant, en fonction du résultat sur TMP, donc if TMP, est-ce qu'il vaut 0? Sinon, donc then, on n'oublie pas le petit end qui va bien ici. On fait comme ça, on fait un petit espace. Donc si tant que vaut 0, eh bien c'est que le res est à true. A contrario, donc else, le res est à false. Et à la fin de cette boucle-là, on fait un return res. Donc reprenons. On crée une fonction qui va déterminer si le nombre est pair ou impair. Donc true, oui, il est pair. False, non, il est impair. Donc pair, donc on envoie ici un résultat. On crée deux variables locales que sont res, qui par défaut faut false. TMP, donc c'est une variable temporaire. Je prends la valeur que je reçois ici en argument, val, et je cherche le reste de la division par rapport à 2. Donc si ce reste vaut 0, c'est que le nombre il est pair. Sinon, c'est que le nombre est impair. Donc si TMP égale à 0, alors res vaudra tout. Sinon, res vaudra false. Et je renvoie res à la fin pour déterminer si le résultat est bien pair ou impair. Donc faisons un exemple. Faisons un print
Alors, je sais pas moi, is pair. Si je mets 5, donc 5 est un nombre impair, le résultat de la fonction doit être égal à false. Donc exécutons la chose. Il me renvoie bien ici false, donc c'est bien un nombre impair. Si je mets ici un nombre pair, par exemple 52, c'est un nombre pair, exécutons la chose. Il me renvoie true, donc true, c'est bien un nombre pair. Donc vous voyez, c'est très simple de mettre des fonctions en place et après de les appeler ou d'utiliser dans le reste de votre programme. C'est ce qu'on fera dans les prochains vidéos. Eh bien, regardons maintenant la gestion et comment utiliser les fameuses tables. Donc, créer une variable de type local, on l'appelle main par exemple, et pour l'instant, on crée une table vide. Donc ici, ma table est vide. Alors, que se passe-t-il si on demande d'afficher tout simplement le main? Regardons ce que ça donne. Donc, print, entre parenthèses, vous lui passez main. Donc là, ma table est vide et je lui demande d'afficher ma fameuse table en faisant print main. Exécutons la chose. Donc on exécute. Et que sort-il? Donc il affiche table, deux petits points. Donc on a une variable de type table et il met un 0x55f9, etc. En gros, vous obtenez ici en hexadécimal l'adresse de votre variable en mémoire. Donc si vous affichez bêtement le main, print main, ici que main est nul, en fait il affichera malgré tout quelque chose, il vous donnera quoi? L'adresse de votre variable en mémoire, ici en hexadécimal. Donc mettons maintenant du contenu à notre variable main. Donc ici on va faire du contenu, on va faire un main, donc ma table, point, première clé, la première clé c'est par exemple name. Et ce name, ça s'appelle donc une chaîne de caractères Joe. Donc simple quote ou double quote. On crée une seconde clé, on l'appelle H par exemple, et on lui donne une valeur, peu importe, 20. Si je demande par exemple à afficher, maintenant je voudrais afficher la valeur qui possède la clé name, je fais un print, entre parenthèses, donc la table main.name par exemple. Et il va m'afficher directement dans la console Joe. Regardez bien, on exécute. Il affiche bien dans la console Joe. Ok, il n'y a pas de souci avec ça. Donc on passe soit par le point, soit par les crochets. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait tout à fait faire une chose, mais avec passant maintenant crochet, cote, et vous lui passez dans la chaîne de caractères votre clé. Donc la clé, c'est name. On doit obtenir exactement la même chose en sortie. Effectivement, on obtient encore une fois le mot Joe. Et on peut parcourir cette table en utilisant le fameux for. Donc ici, on va enlever ça. Et je vais faire un for pour itération. Donc for k, virgule item. Donc k sera les clés, item seront les valeurs. Donc in, pairs, avec un s, et entre parenthèses, vous mettez votre nom de la table. Donc main. Et on n'oublie pas de faire un do parce qu'on a un for, et à la fin, vous n'oubliez pas de faire un petit end. D'accord? Donc dans le for, on commence le for par un do et on finit le for par un end. Alors là, bêtement, on va demander juste d'afficher, on va faire un print, on va lui demander d'afficher et le cas, donc la clé, et la valeur, donc l'item. Exécutons. Il nous affiche deux choses. Première chose, il y a une clé qui s'appelle age. Le contenu de cette clé, c'est 20. Il y a une seconde clé qui s'appelle name. Et le contenu de cette clé est Joe, donc une chaîne de caractères. D'accord? Mais je vous ai montré tout à l'heure qu'on peut également, dans une table, créer d'autres tables. Donc je peux faire main.étude et je vais créer à l'intérieur une nouvelle table en faisant égal colibracis. Et là, par exemple, on va créer un simple tableau de chaîne de caractères. Donc back. Puis, alors attention aux virgules, on met les éléments les uns après les autres avec des virgules. Ici, il a passé sa licence. Et il a réussi à passer son master. Si je veux avoir le contenu, le nombre d'éléments que contient mon étude, alors je vais mettre ça en commentaire. Voilà. On aura peut-être besoin tout à l'heure. Donc là, j'ai créé une table étude qui contient trois choses, bac, licence, master. Donc je voudrais connaître le nombre d'éléments présents dans étude. Donc je fais print. Et à l'intérieur, vous mettez dièse, main.étude. En regardant le dièse, il sait qu'il s'attend à ce qu'il compte le nombre d'éléments présents dans la table étude. Donc on va exécuter la chose, et tout se passe bien, et vous affiche bien 3. Donc on a bien 3 éléments présents dans la table étude qui appartient à la table main. Ok ?
Si je veux afficher le premier élément, donc je viens ici, je voudrais afficher le premier élément de étude, donc je fais name main.étude crochet. Je veux le premier élément, il doit me lancer dans la console le mot back. Vérifier, exécuter. Donc il sort bien le mot back. Donc back, c'est bien le contenu de la première table étude qui elle-même est contenue dans la table main. D'accord? Et par contre, si ici je me suis trompé, je mets 0, comme ce qui est classique dans les langages C ou Python ou JavaScript, lui, il ne va pas trouver cet indice 0, donc il va vous répondre par le mot, exécutons, nil. Donc nil, c'est-à-dire que je n'ai pas compris, je n'ai rien trouvé qui est de présent à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on ne commence pas à l'indice 0. Donc vous voyez, il ne vous met pas fatal error l'indice 0, non. Il vous dit simplement, eh bien, l'indice 0, je n'ai rien trouvé. Nil. D'accord? Encore un autre exemple, cette fois en prenant par exemple une sorte de tableau que vous avez en C. Donc on va enlever ça. Je disais qu'on enlève ça. On va créer encore une fois une variable locale. On va l'appeler valeur par exemple. Et on va créer une table de valeurs. Mais on pourrait mettre les valeurs les unes après les autres, mais supposons, et ça c'est l'avantage du Lua par rapport au C, je voudrais par exemple que à l'indice 1, on va commencer par l'indice 0, à l'indice 2. À l'indice 2, je voudrais qu'il y ait la valeur 200 par exemple. Je voudrais que à l'indice 1, donc vous mettez entre crochets l'indice, donc je veux que l'indice 1 soit égal à 100. Et je voudrais qu'à l'indice 3 soit égal à 300. Ok? Et on va demander de afficher le contenu de valeur. Alors, comme on risque d'avoir affiché souvent les choses, on pourrait tout à fait créer une petite fonction qui fasse la chose à notre place. Donc, on va créer une fonction qui affiche tout simplement la table qu'on lui passe en argument. Donc ici, que va-t-on faire? On va créer une fonction, on va l'appeler affiche, elle ressort en argument quoi? Une tab, par exemple, une table, et on n'oublie pas le mot à la fin end. Donc on reçoit en argument, comme si vous avez reçu ici un pointeur, vous allez recevoir la référence, donc une sorte d'adresse, donc vous allez recevoir la table en référence, on va parcourir cette table et demander d'afficher le résultat dans la console. Donc on va faire un for, on va afficher k item, in pairs, quelle table? La table qu'on reçoit en argument, do, on n'oublie pas le petit end ici, et là tout simplement on va lui demander d'afficher, donc faire un print, d'afficher le fameux k, donc qui sera l'item ou l'indice, et la valeur reçue item. Donc grâce à cette petite fonction que j'ai ici, au lieu d'écrire à chaque fois for k, etc., donc j'enlève ça maintenant, et je peux dire maintenant, j'ai une valeur qui est une table, il y a à l'indice 1, 100, à l'indice 2, 200, à l'indice 3, 300. D'accord? Eh bien, je vais demander d'afficher cette table. Donc, que va-t-on? On va faire affiche, entre parenthèses, on lui passe les valeurs. Alors, on va sauter une petite ligne, vous voyez mieux comme ça. Voilà, donc j'ai ici mes tables, qui est en gros une suite de nombres dans un tableau, et j'ai bien défini, bien stipulé que à l'indice 2, ce serait le 200, à l'indice 1, c'était 100, à l'indice 3, 300. D'accord? Donc soit vous rentrez les nombres comme ceci, soit vous les rentrez comme cela, mais du coup, vous êtes obligé, si vous faites ça, de respecter un certain ordre. Donc là, vous êtes obligé de faire 100, puis 200, puis 300. D'accord? Oups, c'est comme ça. Mais ici, je peux rentrer les nombres comme je veux en spécifiant le rang ou l'indice affiché. Donc là, je vais lui demander d'afficher. Que va-t-on sortir? Hop, on exécute. Donc il m'affiche que à l'indice 1, c'est bien 100. À l'indice 2, c'est bien 200. À l'indice 3, c'est bien 300. On reçoit K, c'est l'indice, ou la clé si vous préférez, et l'item, c'est la valeur à cet indice ou à cette clé. Donc vous voyez, ma petite fonction me permet d'afficher ma table en lui passant ici en argument. On peut bien sûr ajouter des éléments. Donc pour ça, il suffit de faire table.insert. D'accord? Et vous lui passez le nom de votre table. Donc elle s'appelle valeur. Et vous lui passez quelle valeur doit être contenue. Par exemple ici, 400. Alors où le 400 va-t-il être inséré dans votre table? Regardons la chose. Donc je vais virer ça, comme ça vous le verrez. Je crée une table. J'ai mis à l'indice 1, 100, j'ai mis à l'indice 2, 200, j'ai mis à l'indice 3, 300. Je lui demande maintenant d'insérer dans valeur, avec un S, le nombre 400. Et on affiche la chose. Donc exécutons.
Donc, il a affiché à l'indice 4, donc à l'indice 4, c'est 400. Donc, vous voyez qu'il ne vous sort pas les nombres les uns après les autres, hein. À l'indice 4, il y a bien un nombre qui vaut 400. Essayons maintenant d'insérer un élément en stipulant où il doit être inséré. Exemple, donc je prends ma table, .insert, et je vais demander d'insérer dans la table valeur. À quel endroit? Et bien, par exemple, à l'indice 1, on va mettre le nombre 500. Je reprends. Donc j'avais une première table où l'indice 1 était 100, l'indice 2 était 200, l'indice 3 était 300, l'indice 4 était 400. Et maintenant, je demande d'insérer à la position 1, donc à l'indice 1, la valeur 500. De fait, il va décaler les valeurs pour y insérer le 500. C'est-à-dire que ce qui était en indice 1 va passer à l'indice 2, ce qui est en indice 2 va passer à l'indice 3, etc., etc. Donc là, on va demander d'afficher encore une fois la chose. Je prends cette ligne-là, je vais l'afficher ici. Regardez ce que ça donne. Donc on exécute. Donc dans un premier temps, il affiche bien la première table. Donc à l'indice 4, on a 400. À l'indice 1, on a bien 100. À l'indice 2, 200. À l'indice 3, 300. On a maintenant inséré à la position 1 la valeur 500. Donc on a bien maintenant à la position 1, 500. Maintenant la position 2 devient 100. À la position 3, j'ai le 200. À la position 4, 300. À la position 5, 400. Donc tout a été décalé vers la droite. De même, lorsqu'on supprime un élément, il y a un décalage qui va se faire maintenant vers la gauche. Regardez bien, si ici, donc je vais faire un print, et puis une petite, voilà, petite chose que vous voyez bien. Imaginons que maintenant que je supprime le premier élément. Donc si je fais table.remove, qui, dans la table valeur, je voudrais supprimer le premier élément, donc l'indice 1. Donc il va ensuite redécaler les éléments vers la droite ou vers la gauche en fonction de qui on supprime, qui on ajoute. Je recommence, donc on exécute. Donc on reprend les grands. La première table, à l'indice 1, j'avais 100, à l'indice 2, 200, à l'indice 3, 300, à l'indice 4, 400. J'ai stipulé d'insérer un cinquième élément, 500, à la position 1. Et j'ai pas affiché les valeurs. Pardon, j'ai pas affiché les valeurs, c'est dommage, je ne voyais pas le résultat affiché. Donc là, on va afficher les valeurs. On relance la chose. Donc le tableau d'origine est ici. Là, on a bien mis 500 dans le deuxième visu. On a bien mis 500 en position 1. Mais comme j'ai ensuite fait un remove valeur 1, donc il a supprimé encore une fois de ma table d'origine l'indice numéro 1, donc le 500. Et tout est remonté vers la gauche ou vers le haut. Ça dépend comment vous lisez le tableau. De fait, l'indice 2 était composé de 100. C'est maintenant l'indice 1 qui est composé de 100. Donc l'indice 1 est parti, parce qu'on a fait un remove. De fait, il a fait un décalage vers la gauche pour combler les trous laissés par le premier nombre qu'on a supprimé. Donc vous voyez, c'est un langage très simple à utiliser, très simple à manipuler. Alors évidemment, il faudrait maintenant faire d'autres exercices pour augmenter nos compétences en Lua, mais vous verrez quand on va commencer à programmer les jeux, eh bien on va manipuler des if, des for in pairs, etc. Donc c'est un langage très simple à apprendre et extrêmement puissant. Merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt.